il est notifié sur l'agrément les horaires d'ouverture de l'établissement. C'est-à-dire qu'on peut non plus pas faire ce qu'on veut, c'est-à-dire que si c'est notifié 8h, 18h, on est obligé d'être ouvert de 8h à 18h. Bon, bien sûr, ça va être suivant les contrats qu'on a et les horaires de contrat qu'on a des enfants. Et enfin, pour information, on est vraiment au niveau des 1000 premiers jours de l'enfant qui sont essentiels pour son développement. Donc, à chaque fois, en fait, tout ce qui est projet d'établissement, projet éducatif, pédagogique sera vraiment en lien avec ces 1000 premiers jours. Donc là, on va aller sur la fiche de poste d'un référent technique. Donc aujourd'hui, on appelle encore référent technique. Demain, on appellera directeur. Il y a en fait, c'est en lien avec le décret d'avril 2025. Et ce décret est là pour harmoniser tout ce qui est pratique entre un établissement d'accueil du jeune enfant qui soit au niveau d'une crèche ou d'une micro-crèche. Donc souvent, le référent technique, donc futur directeur, a des relations internes avec les salariés de la microcrèche et la direction. Donc ce que je veux dire direction, par exemple moi, mes référentes techniques, au-dessus de moi, elles m'ont moi en tant que coordinatrice. Je suis entre guillemets, je suis la direction. Ensuite, il va y avoir des relations externes. Les relations externes, c'est les familles des enfants. Alors là, en plus, vous savez qu'il y a un nouveau référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant qui est sorti en juillet 2025. Ça vous parle? Ouais. Donc là, vous allez voir, il y a un item particulier par rapport à ce référentiel qui va vraiment mettre en place l'importance de la place de la famille. Et la microcrèche doit être vraiment la maison des familles avec une communication très importante pour les familles. Les différents prestataires, donc là, ça va être suivant avec qui vous allez fonctionner. Moi, au niveau alimentaire, on fonctionne avec Ensemble, Happy, la CAF, la PMI, donc qui sont primordiaux, bien sûr. Ensuite, les missions. Donc, la référente technique, elle est responsable d'un ou de 2 établissements dont elle a la charge et en organise le fonctionnement général. Alors là, vous allez me dire, mais Émilie, on peut même monter jusqu'à 3 microcrèches. Donc ça, c'est possible jusqu'en septembre 2026. À partir de septembre 2026, ce sera plus possible. Une directrice de microcrèche ne pourra avoir plus que 2, maximum 2 microcrèches sous sa responsabilité. Elle doit gérer les ressources humaines. Quand on parle de ressources humaines, ça va être tout ce qui va être recrutement. Quand il y a de l'absentéisme, quand elle sait qu'il y a une professionnelle qui va bientôt partir, elle va mettre en place des offres d'emploi, elle va recevoir des CV et mener des entretiens. Elle va aussi être en lien avec tout ce qui est encadrement et management des équipes pluridisciplinaires, donc les gens qui sont sur le terrain avec qui elle travaille, la planification du travail et le contrôle. Donc la planification du travail, ça va être par exemple, vous savez, le planning. Donc au début, on a un planning prévisionnel qui peut être affiné en lien avec les contrats d'accueil des enfants. Et ensuite, s'il y a un arrêt maladie, on peut faire un ajustement au niveau du planning afin de permettre en fait une continuité de l'accueil du jeune enfant. Et le contrôle, parce qu'elle a, comme tout manager, à un moment donné, elle est obligée de contrôler pour bien voir si les différentes tâches sont bien effectuées tout au long de la journée. D'accord? Elle est garante de la qualité d'accueil et des relations avec les familles et les enfants, en s'assurant de l'épanouissement physique, affectif et cognitif de l'enfant et fait respecter les règles et la réglementation en vigueur. Donc là, ça va être tout en lien avec tout ce qui est protocole et procédure. Pour information, on est assujetti à des règles et ces règles, elles sont dictées par la PMI. Et bien sûr, nous allons mettre en place différents protocoles pour permettre l'accueil de l'enfant et permettre que cet accueil soit dans de bonnes qualités. Elle va veiller aussi à l'organisation, la coordination et le contrôle de la mise en œuvre du projet éducatif. Est-ce que le projet d'établissement, ça vous parle? Dans le projet d'établissement, il y a combien de volets? Alors, 4, très bien, Cynthia. Alors, il y a le projet éducatif, il y a le projet pédagogique, le projet social, et c'est quoi le 4e volet, s'il vous plaît, Cynthia? Mais vous avez raison, c'est quelque chose qui va sortir très prochainement. On est tous en train de travailler dessus. C'est en lien avec le référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant.
Donc, il y a un quatrième volet qui va très prochainement sortir. Ça va être sur le projet critères de qualité. Et très prochainement, les futures visites en 2026 de la PMI seront en lien avec ces critères-là. Moi, j'ai rendez-vous dans 15 jours, 3 semaines, pardon, avec la PMI pour avoir les nouvelles grilles d'évaluation. Donc là, vous voyez, c'est tout ça. En fait, c'est la référente technique, donc future directrice, est obligée d'être dans une veille professionnelle hyper importante, surtout en ce moment, parce que c'est vraiment un secteur qui est en pleine mouvance. Elle assure aussi le suivi technique et le contrôle des équipements et des matériels de l'établissement. Alors, je suppose que vous êtes au courant qu'il existe un registre de sécurité. Est-ce que ça vous parle à toutes? Ouais, ok. Donc, le registre de sécurité, vous, en tant que manager, vous êtes en charge de vérifier. Alors, c'est pas vous qui allez vérifier en tant que personne, hein, mais vous allez, par exemple, vous mettre en lien avec un chauffagiste qui va venir vérifier tout ce qui est chaudière, entretien des chaudières. Vous allez aussi vous mettre en lien avec une entreprise qui va venir faire les contrôles des extincteurs au niveau de la ventilation. Enfin, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça où vous êtes le chef d'orchestre et c'est vous qui devez mettre en lien toutes ces personnes. Enfin, vous avez le contrôle aussi de référent dans les relations avec les partenaires extérieurs et la collectivité. C'est-à-dire que même si vous êtes une micro-crèche, souvent c'est des micro-crèches, elles sont au niveau privé. Mais malgré cela, en fait, on est dans un secteur où on va être implanté dans une ville, dans une commune, et en fait, on va être en lien avec tout ce qui est les relais d'accueil des petites enfances, tout ce qui est en lien aussi avec les LAP, avec la vie de la commune. Et donc, c'est important d'être en contact avec le maire. Même, par exemple, vous savez, pour avoir la qualité de l'eau, moi, tous les ans, je reprends contact avec les différentes mairies pour qu'ils nous adressent, en fait, ce document-là qui est primordial. Donc ensuite, est-ce que vous avez des questions? Non, pour l'instant, ça tout vous parle? Alors, les tâches. Donc, au niveau de référent technique, il y a l'accueil de l'enfant et de sa famille. Donc, en fait, la référente technique, elle est chargée d'accueillir, d'informer et d'orienter les familles dans leurs choix et de procéder à l'inscription de l'enfant dans la microcrèche. C'est-à-dire que au début, ils vont faire une préinscription, ils vont se renseigner sur le projet pédagogique, il faut qu'ils soient en lien avec, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils adhèrent à ce projet. Et quand ils ont adhéré à ce projet, après, on commence à faire l'inscription avec un contrat d'accueil. Donc, elle doit lire conjointement avec les familles le règlement de fonctionnement. Elle est chargée de présenter les projets éducatifs, c'est primordial en fait, et pédagogiques aussi, parce qu'on va être dans une pédagogie et il faut que les parents ils adhèrent à cette pédagogie afin que l'accueil se passe bien et qu'on puisse répondre aux différents besoins, que ce soit au niveau de leur enfant ou bien des parents. Et d'impliquer donc les familles en tant qu'acteurs de l'épanouissement de leur enfant au sein de la microcrèche. Elle a aussi un rôle d'écoute au niveau des familles. Bien souvent, ils vont venir dans le bureau pour dire, écoutez, on a des difficultés par rapport à notre enfant en ce moment, etc. Donc là, il va falloir qu'elles soient en capacité de les orienter. Et on appelle ça la parentalité. Est-ce que ça vous parle, la parentalité? Ouais, ok. Dans ce cadre, elle est chargée de les informer, de les accompagner dans les domaines tels que l'éducation, mais aussi la prévention du développement, du handicap ou de la maladie. Donc là, quand il y a un souci, elles partent au niveau d'une grille d'observation et après, elles peuvent, par exemple, moi, en tant que RSAI, me contacter afin que je puisse faire une observation. Et des fois aussi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut même appeler au niveau du handicap et de la maladie. On peut demander au CAMS, alors après, je ne sais pas si il y en a partout dans toute la France, de leur permettre de venir avec l'autorisation, bien sûr, des familles, pour qu'ils puissent observer les enfants au sein de la microcrèche. Ça vous parle aussi, ça? Ok. L'encadrement et l'animation d'équipe. Donc, au regard du fonctionnement interne de la structure, donc elle va recruter, elle va encadrer et manager son équipe. Elle planifie et contrôle l'organisation du travail des professionnels avec les horaires, les congés, les mouvements. Je ne sais pas si vous avez, mais nous, on a fait un gros travail sur le qui fait quoi avec un déroulé de journée pour permettre vraiment aux professionnels de savoir ce qu'elles doivent faire quand elles sont d'ouverture, de fermeture ou semi-ouverture ou semi-fermeture. C'est important parce que, par exemple, quand vous avez de l'absentéisme,
quand vous avez travaillé sur ce déroulé de journée, ça vous permet en fait à la remplaçante de pouvoir trouver ses marques assez rapidement. Et ça, je vous le conseille vivement, parce qu'on est quand même assujetti à de l'absentéisme de façon assez régulière. En tant que supérieure hiérarchique, elle conduit des entretiens annuels d'évaluation individuelle. Donc ça, c'est un moment privilégié avec les membres de votre équipe pour leur permettre de voir avec où elles en sont, quelles sont leurs projections, etc. C'est très important. Elle veille à leur niveau de formation et propose des formations, des mises à jour, des savoirs. Ben là, par exemple, moi, ce matin, j'ai été contactée par un service formation et pour planifier la prochaine réunion de journée pédagogique. Donc là, j'ai délégué à mes référentes techniques, suivant les besoins de leur équipe, de pouvoir voir avec des formatrices pour qu'elles puissent venir une journée en formation pour pouvoir les former sur, par exemple, les 12 violences, sur la communication, les choses comme ça, sur des thématiques en fait qui sont intéressantes pour les professionnels. Elle veille donc, elle est chargée d'organiser l'information donc ascendante et descendante. Elle organise aussi des réunions. Donc ça va être des réunions d'équipe sur le projet pédagogique. Ça va être des réunions d'équipe. Là, par exemple, moi, je vais être invitée sur des réunions de référents de santé accueil inclusif, des choses comme ça. Elle va repérer et analyser les dysfonctionnements possibles et elle y apporte une solution. Elle est chargée de gérer des conflits. Ah, parce que les conflits, est-ce que ça vous parle? La gestion de conflits. Donc, la gestion de conflits, moi, je trouve qu'elle est importante. Elle est importante parce que c'est des petites équipes et souvent, en fait, le fait de pas communiquer correctement, on va monter dans les conflits alors que des fois, l'important, c'est de communiquer et de pouvoir se dire les choses pour pouvoir après repartir sur de bonnes bases. Et donc, elle va jouer le rôle d'arbitre parce qu'elle ne doit pas non plus prendre part pour l'une ou pour l'autre. Elle doit rester neutre, pouvoir recevoir une professionnelle, puis l'autre, et après mener un entretien à deux. Au regard du projet éducatif, elle coordonne les rôles et les responsabilités des différents professionnels impliqués dans le projet. Elle contrôle et évalue l'évolution du projet et elle est le référent du projet éducatif. La gestion administrative, financière et juridique. Elle assure le suivi du budget de la structure en fonction des priorités. Un budget prévisionnel de fonctionnement et d'investissement. Donc là, par exemple, ça va être, vous allez avoir des lignes budgétaires avec le budget au niveau alimentaire, le budget pour les couches, le budget pour les produits au niveau ménager, au niveau des jouets, au niveau des fournitures administratives, etc. Et ensuite, au niveau de l'investissement, donc par exemple, l'investissement, ça va être quelque chose, par exemple, au niveau, quand vous avez besoin de gros matériel électroménager, etc., ça va être de l'investissement. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est entretien et maintenance de l'équipement. Donc, elle va contrôler et veiller au respect des outils de travail et organise le suivi des contrats d'entretien divers. Donc, tout à l'heure, je vous parlais au niveau des chaudières. On va avoir aussi un organisme qui va venir pour faire des prélèvements, pour voir au niveau des cuisines si l'hygiène est maintenue ou pas. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le rôle de la référente technique. La sécurité. Être garant de sa sécurité et celle des autres. Donc là, ça va être, est-ce que ça vous parle le PPMS? Ouais. Donc là, et tout ce qui est sécurité incendie. Donc, il y a des protocoles à mettre en place, à les faire lire aux membres d'équipe. Et après, il y a des exercices à faire de façon annuelle pour voir si elles sont en capacité ou pas de réagir dans telle ou telle situation. Tout à fait. C'est parce que j'ai lu un commentaire. Il y a écrit, oui, je le fais en école maternelle. Vous le faites en école maternelle et dans tous les établissements d'accueil du jeune enfant aussi. Donc bien sûr, la liste que je vous ai lue est non exhaustive et elle n'est pas limitative, c'est-à-dire qu'elle peut évoluer tout au long de votre parcours et suivant les missions que vous aurez. Au niveau des compétences, donc en fait, on demande des compétences techniques. Ça va être la connaissance de la psychologie de l'enfant, son développement physique, affectif et cognitif. La connaissance de la législation en vigueur dans le domaine de l'enfance. Donc, c'est là où je vous disais, en fait, là, en ce moment, c'est un monde qui évolue énormément. Donc, il va évoluer avec le décret d'avril 2025.
Il évolue aussi avec le référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant. Alors, c'est pas un texte législatif, mais c'est un référentiel qui est très attendu, qui a été attendu pendant des mois et des années et qui est arrivé en juillet 2025. La connaissance des techniques de communication et de management. Alors ça, c'est pas simple. C'est des choses en fait qu'on va apprendre tout au long de sa carrière. On va être des fois mis à mal. On va réajuster sa façon de communiquer avec les uns et avec les autres. Et ça, vous verrez, c'est des techniques. Et moi, j'oriente vraiment mes managers à se remettre en question et à faire évoluer ces pratiques. Animer une équipe, négocier, parce qu'il y a beaucoup de négociations en fait au sein d'une équipe. Par exemple, au niveau des congés, au niveau des plannings, des choses comme ça, souvent on en est là-dedans. Travailler en partenariat, parce on travaille pas tout seul, on travaille avec une PMI, avec une CAF, avec par exemple la médiathèque, avec ce que je vous disais tout à l'heure aussi, les relais de petite enfance. Et donc l'importance de travailler en réseau. Le réseau, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. On va travailler avec d'autres micro-crèches. On peut travailler, par exemple, un partenariat avec un EHPAD. Enfin, il y a plein de petites choses, en fait, avec lesquelles on peut travailler. Il faut analyser un problème et prendre des décisions. Alors, moi, ce que je leur dis aussi, c'est des fois, c'est de prendre de la distance par rapport au quotidien. Et on n'est pas obligé d'apporter une réponse tout de suite. On peut se dire, bon, écoutez, j'en prends note, vous me laissez réfléchir et je reviendrai vers vous pour vous apporter une réponse. Et maîtriser l'outil informatique. L'outil informatique, il est primordial. Pourquoi? Parce qu'on va faire les contrats avec. On va faire les télédéclarations à la CAF avec. On va faire les plannings avec. Donc voilà, il y a plein de petites applications de logiciels qu'il faut maîtriser pour pouvoir après faire son chiffre d'affaires, les facturations, les choses comme ça. Est-ce que tout ça, ça vous parle ou pas? Ouais, ok. Au niveau des compétences relationnelles, donc l'important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est savoir communiquer, dire les choses, faire des mises au point, savoir écouter aussi les parents, les enfants, les professionnels et sa hiérarchie, savoir faire preuve de diplomatie, savoir cadrer, valoriser aussi, parce que en fait, on a des équipes. Les équipes, elles sont constituées de différentes personnes, et ce qui est important, c'est de voir l'individualité en fait dans le groupe pour faire monter en fait les compétences de tout le monde. Savoir respecter l'autre. Alors moi, ce que je leur dis, c'est en fait pour pouvoir le respect, il doit être mutuel, c'est-à-dire que ce soit moi, par exemple, en tant que coordinatrice, quand je vais au sein de mes micro-crèches, je suis respectueuse vis-à-vis de des équipes. Mais ce que je leur dis, c'est qu'en fait, c'est dans les deux sens. Parce que des fois, on a des accueils qui sont un peu particuliers et on est obligé aussi, parce qu'elles ont un certain mécontentement, de leur expliquer que là, nous, on est là pour les aider, pour les accompagner et pour trouver des solutions. Savoir garder de la distance parce qu'en fait, on n'est pas. Alors moi, ça c'est un gros souci, c'est la distance professionnelle parce que bien souvent, en tant que référent technique, vous êtes aussi au niveau sur le terrain avec les professionnels. Et souvent, mes managers, c'est ce qu'elles me disent. Elles me disent, on a du mal à trouver la bonne distance professionnelle. Est-ce que ça c'est quelque chose qui peut vous mettre en difficulté ou pas? Je vous entends. Il y a Elodie qui s'exprime et je vous entends pas, Elodie. Cynthia aussi, elle hoche de la tête, mais je n'entends pas. Donc ouais, c'est oui, c'est vraiment difficile. Après, vous allez avoir tout ce qui est réseaux sociaux, pardon, WhatsApp, etc. Donc moi, ce que je leur dis, c'est vraiment vous protégez-vous. On est obligé d'avoir des réseaux style WhatsApp pour, par exemple, s'il y a de l'absentéisme, pour réajuster les plannings, etc. Mais après, il faut vraiment ne pas trop divulguer de sa vie personnelle, etc. Alors c'est facile à dire, mais c'est sincèrement, c'est pour vraiment se protéger. Et donc rester professionnel. Ça fait, mais pas tout le temps. Et la déconnexion est. Oui, c'est important aussi de se déconnecter. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le week-end, on n'est pas assujetti à avoir toute la vie des unes et des autres. Donc, c'est vrai que les groupes WhatsApp, des choses comme ça, c'est vrai que des fois, ça peut prendre beaucoup de temps au niveau de sa vie perso. Ensuite, au niveau des compétences organisationnelles, c'est savoir s'organiser, planifier et dégager les priorités. Alors, vous allez voir, des fois, on peut être vraiment submergé très rapidement parce que va y avoir de l'absentéisme.
Mais il faut quand même valider les plannings. Pourquoi? Parce que si vous avez un contrôle PMI, la PMI va vérifier les plannings des professionnels, va vérifier les plannings euh, des, euh, des enfants et va faire une corrélation. Donc, faut vraiment faire des to-do list. C'est la nouvelle mode au niveau des termes. C'est vraiment se mettre des priorités et gérer les priorités. Et pour ça, il faut apprendre aussi à déléguer. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui est en continuité de direction et cette personne, vous pouvez lui déléguer certaines choses. Par exemple, ça va être la gestion des stocks, les commandes pour les repas, les choses comme ça. Et vous dégagez un petit peu de temps pour les choses vraiment qu'elles ne peuvent pas gérer au niveau informatique. Donc, vraiment la validation des plannings. Et donc, savoir s'adapter aux situations imprévues. Alors ça, l'imprévu, c'est notre quotidien. Je sais pas vous, mais moi, c'est notre quotidien. Tous les jours, on a quelque chose de nouveau qu'on apprend. Donc voilà. Et donc là, il faut vraiment être force de proposition et être une ressource pour l'équipe pluriprofessionnelle. Les diplômes requis pour être référent technique. Alors, vous allez avoir le diplôme d'éducateur de jeunes enfants, le diplôme d'état d'infirmier, infirmier de puériculture et le diplôme d'auxiliaire de puériculture. Alors ça, c'est jusqu'en septembre 2026. Pour information, avec le nouveau décret d'avril 2025, il y a un petit laïus, c'est-à-dire qu'une auxiliaire puère qui est déjà référente technique depuis plus de 3 ans peut pourra continuer à être directrice, parce que en septembre 2026, on parlera de directrice. D'accord? Mais il lui faut 3 ans d'expérience. Il faudra 3 ans d'expérience en septembre. Pour information, quand vous avez un diplôme d'AP, actuellement, en tant que référent technique, vous devez avoir une supervision. Moi, par exemple, je suis appui technique pour certaines de mes référentes techniques parce qu'elles sont auxiliaires pairs. C'est 10 heures minimum par an et ça peut aller jusqu'à 20 heures et puis au-delà. Est-ce que c'est des notions que vous connaissez ou pas du tout? Ouais. Ok. Donc là, on va aller sur le décret de 2025, du 1er avril 2025. Alors ça, au début, on se disait, c'est un super poisson d'avril, mais en fait, ce n'est pas un poisson d'avril parce que c'était attendu au niveau du monde de la petite enfance, mais c'était compliqué aussi à gérer après avril 2025 au sein des microcrèches. Donc, il va bousculer l'organisation des établissements d'accueil du jeune enfant. L'objectif, comme je vous l'ai dit, c'était harmoniser la qualité et la sécurisation de l'accueil. C'est-à-dire que vous avez des normes, en fait, au niveau du nombre de berceaux. Par exemple, quand vous avez une crèche qui a 25 berceaux, vous devez avoir tant de JE. Quand je dis tant, c'est en ETP. ETP, vous avez tant en infirmier, RSAI, en CAP et en AP. Et en fait, ce mode de fonctionnement, il a été transféré avec ce décret au niveau des microcrèches. Avant, au niveau des microcrèches, vous pouviez avoir que des CAP à EPE, mais maintenant, il faut des auxiliaires puères et des infirmiers. Il faut un minimum de 40% de personnes diplômées. Est-ce que ça vous parle, ça aussi, cette révolution ou pas? Ouais, je vois qu'Élodie hoche la tête. Donc, ce décret, il introduit plusieurs changements majeurs. Tout d'abord, au niveau de la cession d'établissements soumise à l'autorisation du conseil départemental. Par exemple, aujourd'hui, moi, je suis sur un dossier, donc je suis obligée de remplir un CERFA. C'est un document quand on va changer, soit on veut demander une modification au niveau de l'agrément, on veut demander un changement d'horaire, on veut changer, par exemple, de société, de choses comme ça. Maintenant, on est obligé de passer par un document. Autrefois, ça se faisait pas du tout comme ça. On informait juste la PMI et le conseil départemental. Donc, c'est beaucoup plus rigide. Ensuite, le référent technique, il va devenir directeur ou directrice, bien sûr, avec une présence obligatoire de 50% de son temps dans la structure pour une microcrèche. Ça veut dire que là, aujourd'hui, en tant que référent technique, au niveau administratif, elles ont 0,2 ETP, donc ça équivaut à 7 heures par semaine par microcrèche. Donc, si vous avez 2 microcrèches, vous avez une journée de 7 heures plus une journée de 7 heures. À partir de 7 ans, vous aurez la moitié, c'est-à-dire que si vous êtes référent technique d'une microcrèche, vous aurez 50%, donc 17,5 heures de temps administratif.
et le reste du temps, donc 2 jours et demi sur le terrain. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi. L'impact sur le terrain, il y a aussi une présence obligatoire, ce que je vous disais tout à l'heure, de 40% de professionnels de catégorie 1, donc soit AP, EJE, IDE, IDEP, c'est infirmier puéricultrice, et psychomotricien. Tout ça, c'est des catégories 1. Donc, il faudra que ce soit 40% de l'équipe qui soit diplômée de catégorie 1. Et à compter du 3 avril 2025, seuls les professionnels de catégorie 1, donc infirmiers, AP, psychomotes, etc., peuvent rester seuls avec jusqu'à 3 enfants. Vous savez, on avait le matin, par exemple, on avait une professionnelle, elle pouvait accueillir jusqu'à 3 enfants, et à partir du 4e, il y avait une autre professionnelle qui arrivait. Donc ça, c'était avec les diplômes 1. Et par dérogation, donc là, en ce moment, on a tous des dérogations, jusqu'en septembre 2026, les professionnels de catégorie 2 ayant au moins 2 ans d'expérience auprès des enfants. Donc moi, par exemple, dans mes micro-crèches, les CAP-AEPE qui ont, ou Bac Pro ASSP qui ont plus de 2 ans d'expérience, elles peuvent être toutes seules jusqu'à 3 enfants. Mais celles qui n'ont pas 2 ans d'expérience, elles sont obligées d'être 2 le matin. Est-ce que ça vous parle, ça aussi, cette révolution? Ouais? Non? Élodie, elle fait non. C'est dommage que je vous entends. Vous pouvez ouvrir votre micro pour échanger. Donc ça, c'est des choses que vous ne connaissiez pas, que vous n'avez pas eu, on ne vous a pas transmises. Moi, j'ai travaillé en crèche. Ah, mais oui, merci. Et donc, je ne me suis pas attardée, c'est vrai, ces derniers temps sur tout ça. Et donc, non, ça ne me parlait pas forcément. Ouais. Alors, moi, c'est quelque chose, c'est une révolution dans le monde de la petite enfance. Et depuis avril, on est quand même mis à mal au niveau des micro-crèches. Donc, c'est important aussi d'en avoir connaissance. Parce que, alors, je ne sais pas où vous en êtes dans votre parcours, ou ça, je ne sais pas du tout, je ne vous connais pas. Mais le jour où vous allez passer, quand vous aurez fait votre livret 2, etc., le jour de l'oral, en fait, moi, je sais que je pose beaucoup de questions parce que moi, je suis assez procédure, protocole, etc. Et je pose des questions aux futurs AP, EJE, pour qu'elles soient bien en lien avec la veille professionnelle et donc avec tout ce qui est législatif. D'accord ? Okay. Donc, à compter du 1er septembre 2026, donc c'est pas aujourd'hui, mais c'est on y arrive au fur et à mesure. Donc, une professionnelle pourra accueillir seule jusqu'à 3 enfants dès lors qu'il est titulaire d'une qualification de catégorie 1. Donc, ça veut dire que là, en ce moment, on est beaucoup, là, quand on a des professionnels qui partent, on met que des offres d'AP pour pouvoir avoir les professionnels en adéquation pour septembre. Parce que la PMI ne veut pas donner de dérogation, mais on espère qu'elle nous donnera quand même des dérogations. Parce que c'est compliqué. Là, en ce moment, il y a une pénurie d'AP. La direction des micro-crèches sera limitée à 2 structures. Alors, pour information, là, aujourd'hui, on a encore des directrices qui ont 3 micro-crèches. Mais à partir de septembre, c'est fini, ça. 40% des professionnels devront être titulaires d'un diplôme de catégorie 1. Donc, catégorie 1, donc on est bien d'accord, c'est AP, EJE, infirmier, infirmière puère, psychomote. Les titulaires du CAP pourront continuer d'exercer avec pour restriction de ne plus être autorisés à être seuls avec 3 enfants ou moins, ce qui limitera l'organisation de la structure. Donc, ça veut dire qu'elles ne pourront plus faire des ouvertures toutes seules, même si elles ont plus de 2 ans d'expérience. C'est quelque chose que vous saviez ou pas, mesdames? Ouais? Non? Oui, moi je le savais. Ouais, Cynthia? Ok. Voilà, donc ça, je me permets de revenir sur la direction de micro-crèche. Fred Desbois, je n'ai pas toute la phrase que vous avez dit. Si vous voulez, vous pouvez prendre la parole. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Bonjour, je me permettais de vous demander, en fait, je suis AP depuis pas longtemps et je suis référente technique de ma micro-crèche et j'ai pas tout compris, je me permets de revenir sur ce que vous aviez dit. Est-ce qu'il faudra obligatoirement 3 ans de référent technique en tant qu'AP pour pouvoir continuer en septembre? Alors non, ça veut dire que, par exemple, en septembre 2026, si moi j'ai une directrice qui s'en va, je ne pourrai pas recruter une auxiliaire puère sur ce poste-là. Ah, d'accord, ok.
D'accord? Mais il se pose la question quand même, et c'est pas trop clair par rapport à ça. C'est-à-dire que ce qu'il demande, c'est que vous ayez 3 ans d'expérience en tant que référent technique. Et là, le quid est de savoir qu'est-ce qu'on va faire des gens qui n'ont pas 3 ans d'expérience. Donc là, on est vraiment dans la nébuleuse, c'est-à-dire qu'il y a il y a des réponses qu'on n'a pas encore aujourd'hui. D'accord. Est-ce que vous Ok. avez un accompagnement, un appui technique d'une JE, d'une infirmière ou quoi que ce soit, par contre? Oui, oui, j'ai une supervision par le JE qui est référent technique de l'autre structure. D'accord. Donc ça, c'est top. Ok, très bien. Merci beaucoup. Ah bah de rien. C'est normal. C'est voilà. Alors j'avais une question. Les petites, ça c'est parti au niveau de la conversation. Il y avait une autre question là sur les référentes techniques, sur la direction. Si la personne veut prendre la main, ce sera avec plaisir. Non. Donc ça. Donc là, on va arriver aux différentes questions que vous pouvez avoir. Alors moi, j'ai mis un pêle-mêle avec différentes thématiques. Est-ce que, par exemple, au niveau des facturations, pour celles qui sont en poste au niveau RT, est-ce que c'est des choses que vous faites, que vous ne faites pas? Comment ça se passe? Moi, je l'ai fait avec ma coordinatrice. D'accord, ok. Est-ce que après, vous savez, est-ce que c'est vous qui faites tout ce qui est en lien avec la télédéclaration au niveau de la CAF? Non, ça c'est la coordinatrice qui s'occupe de la CAF. D'accord. Euh, Après, moi j'ai un bureau administratif, j'ai du personnel administratif, donc il y a une RH, une directrice générale. Donc il y a des choses que je fais pas forcément. D'accord, ok. Alors, pour information, pour celles qui sont sur des postes de RT et qui font la facturation de A à Z, parce qu'en fait, moi, par exemple, je vais encadrer au début mes référentes techniques et après, elles sont autonomes par rapport à ça. Donc, pour information, nous, c'est une différence aussi entre la micro-crèche et la crèche. La micro-crèche, elle fait sa facturation le dernier jour du mois. Par exemple, là, au mois d'octobre, ça sera le vendredi 28. Là, on est au mois de novembre, pardon, le vendredi 28 ou 29. Je ne sais plus comment ça tombe. Donc, ça sera le dernier vendredi où on va faire la facturation. Quand on fait la facturation, on fait la facturation pour le mois en cours. C'est-à-dire que là, fin novembre, ça va être la facturation du mois de novembre 2025. Donc, les factures vont être envoyées aux parents avec, en leur demandant, alors soit c'est un prélèvement, soit c'est des virements. Après, ça, il peut y avoir les chèques CESU et SISU. Ça, c'est les différents modes de règlement qui existent. Ils ont un délai. Souvent, on met en prélèvement le 5 du mois. Donc, ça veut dire que vous, quand vous avez fait la facturation, après, vous allez faire une télédéclaration. Pourquoi une télédéclaration? Parce qu'en fait, les microcrèches ne touchent pas directement de l'argent de la part de la CAF. Ce sont les familles qui vont toucher l'argent, ça s'appelle le CMG, le complément mode de garde. Donc c'est pour ça aussi, quand vous allez recevoir en amont les familles, il y a tout un travail à faire avec eux, c'est-à-dire que eux, s'ils choisissent de venir au sein de votre microcrèche, ils vont devoir faire des démarches auprès de la CAF pour leur dire, bah, écoutez, à partir de telle date, mon enfant sera accueilli dans telle microcrèche. Pourquoi? Parce que comme ça, la CAF est au courant et quand nous, on fait la télédéclaration, donc dans la télédéclaration, en fait, c'est vraiment un truc bateau, hein. C'est un fichier Excel dans lequel on met le numéro d'allocataire. Donc, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas qu'il y ait d'erreurs parce que bah, souvent, il y a des erreurs au niveau des numéros et c'est pour ça qu'on leur demande une attestation et dedans, vous avez le numéro. On met le nom de l'enfant, le prénom de l'enfant, la date de naissance. Et là aussi, des fois, vous pouvez avoir des erreurs dans les dates de naissance. Donc après, quand vous avez ça, vous allez déclarer le nombre d'heures dans lequel vous avez accueilli l'enfant. Pour information, ce nombre d'heures, vous allez avoir le nombre d'heures et après vous allez avoir le montant. Et vous devez toujours télédéclarer un chiffre qui est à moins de 10 € de l'heure. Si vous déclarez plus de 10 € de l'heure, votre dossier ne sera pas validé. Est-ce que ça, vous aviez la notion de 10 € de l'heure? Qu'il fallait être à moins de 10 € de l'heure? Non? Cassandra dit non.
Donc ça, c'est une obligation. Et bien souvent, des fois, suivant les gestionnaires ou quoi que ce soit, Roman, oui, ok. Et puis des fois, vous savez, par exemple, pour Noël, il y a 1 semaine et demie de fermeture. Donc là, il va falloir vraiment faire attention par rapport à votre télédéclaration. Ou sinon, l'été, vous savez, des fois, on ferme 3 semaines l'été. Donc là aussi, vu que c'est lissé, les fermetures sont lissées tout au long de l'année, les parents, logiquement, ils payent tout le temps la même somme. Donc là aussi, il va falloir faire attention au niveau de la télédéclaration. Pour information, moi, je le savais pas au début. Donc la CAF, c'est 10 € au moins de l'heure. Et pour la MSA, c'est la même chose. Il faut que l'heure soit à moins de 10 € parce qu'ils demandent aussi des factures, la MSA. Ça fonctionne comment, les assistantes maternelles, en fait? Alors ça, je ne sais pas du tout parce que moi, je ne gère pas du tout les assistantes maternelles. Non, j'ai marqué, ça fonctionne comme les assistantes maternelles, en fait, parce que le salaire est lissé sur l'année, sauf les 10 € de l'heure. Nous, on est à, je crois que c'est 8, nous. Il ne faut pas qu'on Ouais, dépasse. c'est 8. C'est D'accord. ça. Alors ça, je pourrais pas vous dire, je suis désolée. Mais c'est pareil, on Mais, est sur l'année aussi. Ouais. ouais, vous aussi? D'accord. Il y a après qui dit oui, 8 €. Mais alors aussi, moi je pense que ce que vous avez aussi en tant qu'assistante maternelle, c'est que vous avez donc le tarif à l'horaire et vous avez les indemnités journalières. Ok. Il y a certaines microcrèches qui ont des indemnités journalières. Donc ça, ce n'est pas à télédéclarer à la CAF, hein, surtout pas, pitié. Parce que là, vous allez être à plus de 10 € de l'heure et ça va pas le faire. Ça, c'est suivant des particularités. Donc en fait, 8 € et c'est tout inclus depuis septembre. Ah ouais, d'accord, ok. Alors ça, je ne savais pas. Moi, je connais pas du tout, hein, assistante maternelle, je gère pas. Nous, les 8 € tout inclus. Émilie Mufti. Ok. Donc après, ça c'est vraiment donc le travail de la référente technique. Donc ce sera une télédéclaration. Donc comme je disais, au niveau de la CAF, vous allez donc déposer votre fichier sur le site qui s'appelle Démarche simplifiée. Donc, dans Démarche simplifiée, vous allez vous connecter. Quand vous vous connectez, vous avez le numéro de SIRET de votre microcrèche, la microcrèche où elle se situe, etc. Tout est bien indiqué dedans. Vous allez déposer votre fichier Excel et vous allez valider comme quoi vous acceptez les conditions. Quand vous l'avez déposé, vous avez indemnité entretien de l'heure pour information et les repas. Ouais, c'est ça. Il y a des indemnités d'entretien. Et pour les repas, après, ça c'est suivant si vous fournissez ou pas les repas. Et donc, quand vous avez déclaré au niveau, fait votre télédéclaration, vous allez recevoir un email comme quoi votre dossier est pris en charge. Et donc, moi, ce que je demande aussi aux référents techniques, c'est de vérifier quelques jours après qu'il n'y ait pas d'erreur au niveau de la télédéclaration. Donc, en fait, il faut aller sur le site Démarche simplifiée. Et quand vous allez sur le site Démarche simplifiée, vous voyez si les dossiers sont pris en compte de façon automatique, s'ils sont pris en compte de façon… alors, c'est automatique, c'est… comment on appelle ça? Il y a 2 termes. Il y a automatique ou en attente, ça veut dire qu'il n'est pas pris en charge, il y a une erreur. Ou sinon, de façon aléatoire, ils font des contrôles. Donc, il faut bien vérifier dans quel état sont les différents dossiers. D'accord? Donc, voilà. Donc, tout ça, c'est hyper important et ça, c'est le rôle aussi de la référente technique ou avec l'aide de la supervision de la coordinatrice. Moi, je voulais revenir sur… c'est quand même des choses aussi par lesquelles on ne dit pas beaucoup, c'est les commissions d'attribution des places. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en capacité de faire? Vous avez une place importante, moi, je trouve en tant que référente technique. Donc, pour celles qui sont référentes techniques, est-ce que ça vous parle, la commission d'attribution des places? Bon, alors, j'ai pas de réponse, donc c'est moi qui vais parler. Alors, la commission d'attribution des places. Pour information, donc, on a dit tout à l'heure, vous aviez 12 places maximum, logiquement, au sein d'une microcrèche. Sur ces 12 places, suivant le nombre de lits que vous avez et de chambres, vous allez dire, j'ai 6 places pour les bébés, crèche privée, donc je ne sais pas. Ah ben, ouais. Alors, moi, je suis privée et on fait des commissions d'attribution des places très régulièrement, en fait, pour réajuster si on a des départs, des rentrées, etc. Logiquement, enfin, moi, là, par exemple, c'est la gestionnaire et l'ART, tout à fait. Par exemple, hier, moi, il y avait une commission d'attribution des places sur mon secteur et tout l'après-midi, en fait,
toutes mes référentes techniques en visio sont venues les unes après les autres pour qu'on fasse un état des lieux de leur nombre de places et de savoir si je suis gestionnaire ERT de ma crèche. OK. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de voir par rapport à la situation, si elles ont des places plus pour les bébés, pour les grands, pour qu'après on puisse faire rentrer des enfants suivant les besoins et suivant les places qu'elles ont de disponibles. Donc là, en tant que référent technique, vous avez une place primordiale pour moi. D'accord ? Est-ce que au niveau du projet pédagogique, ça vous parle et est-ce que vous avez déjà mené des réunions par rapport au projet péda avec les équipes? Ouais. Alors, si oui, Cynthia, vous hochez de la tête. Est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voulez un petit peu prendre la parole par rapport à ça? Comment vous êtes, comment vous menez les réunions? Comment ça se passe? C'est important, ça. Alors moi, je l'ai eu fait en tant que j'étais pas RT, je l'ai eu fait dans des structures où j'ai travaillé. On a dû retravailler le projet pédagogique. Donc Ouais. on avait des groupes de travail, parce qu'on était une grosse structure, on était 15 professionnels. Donc on a fait des petits groupes par thème. Chaque groupe devait travailler sur un thème. Mhm. Et après, on mettait en commun le thème qu'on avait fait. Et du coup, c'était la directrice et la secrétaire qui s'occupaient de regrouper les informations. Et après, là, actuellement, dans la structure où je suis, si le projet en soi, il est déjà fait, mais on doit rajouter les projets qu'on fait sur l'année. En fait. Mhm. Donc ça, c'est hyper important aussi, en fait. Parce que le projet pédagogique, en fait, il faut le faire vivre. Le projet pédagogique, il va évoluer. Pourquoi il va évoluer? Parce qu'en fait, vous allez avoir des professionnels qui vont arriver, des professionnels qui vont partir. Et ça, c'est pas vous en tant que référente technique, vous pouvez pas mener ce projet pédagogique toute seule. C'est-à-dire qu'il faut absolument le faire vivre avec les équipes pour qu'elles puissent s'en saisir et puis qu'elles puissent le faire vivre. Donc, ce projet pédagogique, en fait, il va être une ligne directive tout au long de l'année. Le projet pédagogique, vous allez faire des réunions avec l'équipe. Vous allez voir quelles sont leurs appétences parce que peut-être qu'elles vont être plus en lien avec certaines choses, avec certains ateliers, etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment des choses, c'est vraiment des réunions qui sont à planifier tout au long de l'année. Et pour info, la PMI, quand elle vient faire des visites inopinées ou programmées, va discuter avec les professionnels. Elle va discuter sur les projets pédagogiques. Elle va demander comment elles mettent en place le projet pédagogique. Elle va demander aussi qu'elles soient en capacité d'expliquer le projet pédagogique. Donc, si vous ne faites pas de réunion avec les équipes, elles seront en incapacité de le faire. D'accord? L'équipe pluridisciplinaire, qu'est-ce que ça vous parle? C'est quoi une équipe pluridisciplinaire? C'est une équipe où il y a plusieurs professionnels avec des diplômes différents. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est important? Oui, c'est important parce que chaque diplôme en soi a une spécificité. Ouais. Une Alors, oui, tout à fait. Et puis, vous allez avoir un référentiel de compétences qui va être différent. C'est essentiel, tout à fait. C'est enrichissant pour tous, dit Romane, tout à fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, par exemple, je suis de formation infirmière. Je vais travailler avec ma référente technique et éducatrice de jeunes enfants ou avec ma référente technique et auxiliaire puère. On n'a pas la même formation. Ça veut dire que elles vont plus être en lien avec le développement cognitif de l'enfant au niveau du développement psychomoteur, etc. Moi, chose que je n'ai pas spécialement vue au sein de ma formation d'infirmière. Vous voyez? Et moi, par contre, je vais être plus en lien au niveau tout ce qui est suivi vaccinal, au niveau des pathologies, des choses comme ça. Donc, en fait, cette complémentarité va permettre d'avoir une prise en charge, on va dire, globale de l'enfant. Et par exemple, les professionnels qui ont un CAP AEPE, les professionnels qui ont un bac pro SSP, là aussi, c'est pas les mêmes diplômes. Et elles vont avoir aussi un regard différent.
Et ça, c'est important, en fait, de prendre le regard de chacune pour vraiment dire, dans notre projet pédagogique, on va aller sur telle ou telle pédagogie et on va utiliser tel et tel matériel. Et chaque parole de chaque professionnel est importante. Parce qu'on a un regard croisé. Et ça, c'est vraiment primordial. Il y a quelque chose que je n'ai pas noté là dans ce PowerPoint, ça va être sur le gap. Est-ce que ça vous parle, les gaps? Ou les APP, comme vous voulez. Ouais. Ah, il y a Comba qui fait ça, alors je ne sais pas pourquoi. Alors, GAP, c'est groupe d'analyse des pratiques professionnelles ou analyse des pratiques professionnelles. Alors, c'est aussi avec Norma. Il y a Norma qui est sortie en 2023. Il y avait des obligations. Donc, il y a eu le RSAI, référent santé accueil inclusif. Donc, c'est 10 heures par an au sein des microcrèches. Et vous avez le GAP, groupe d'analyse des pratiques professionnelles. C'est 10 heures par an minimum pour les professionnels. En fait, c'est un moment privilégié qui vous permet, c'est essentiel et important et enrichissant, dit Élodie Rélin, et je valide à 200%. Pourquoi c'est important et enrichissant? Parce que ça vous permet à un moment donné de prendre de la distance par rapport à vos pratiques professionnelles et de pouvoir échanger avec vos collègues et avoir le regard d'un superviseur qui est psychologue, éducateur de jeunes enfants ou que m'importe, d'une autre profession et qui fait vraiment pas partie de votre équipe et qui va vous permettre aussi de mettre des mots sur une prise en charge, sur votre positionnement, sur comment vous allez interagir en équipe. Vous voyez, tout ça, c'est hyper important. Être en communication, être en lien avec les différents membres de l'équipe pour qu'il y ait ce sentiment d'appartenance, parce que des fois, c'est un peu compliqué d'avoir un sentiment d'appartenance, d'avoir cette notion d'équipe. Et ça, en tant que référent technique, vous avez un gros rôle à jouer là-dessus. Et pouvoir partager des moments conviviaux, c'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, lorsque vous faites une réunion, partager un petit temps agréable. Je sais pas, moi, ce que je fais, c'est que je leur offre style, des fois, le petit déjeuner ou quand on fait des réunions du soir, ça va être une pizza qu'on va partager ensemble. J'espère que j'ai pu répondre et vous apporter aussi des informations sur le rôle de la référente technique avec ce nouveau décret qui est apparu en avril 2025 et aussi l'importance du référentiel national de la qualité de l'accueil du jeune enfant.